Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire la correction des curies de SP11. Donc on commence directement avec la question 1. Donc à la question 1, on nous demandait de cocher quels étaient les diamètres anatomiques. Je dis bien anatomiques parce qu'il y a une liste pour les anatomiques et une liste pour les diamètres obstétriques. Donc les diamètres anatomiques sont les conjugués anatomiques, les obliques anatomiques et les transverses maximum. Donc d'après cette liste, l'item qui serait vrai ici serait le A. Donc le A, on parle du conjugué anatomique, et le D. Donc le D, c'est l'oblique anatomique. Le conjugué vrai, il est obstétrique, pareil pour le sagittal postérieur, et pareil pour le transverse médian. Ensuite, question 2, on nous demandait plusieurs choses sur le cours de SP11 anatomie, donc c'est pas très différent des annales, c'est des questions qui tombent souvent en annales, donc si vous avez fait faux ou quoi, essayez de vraiment les revoir parce que il y a de fortes chances que ça retombe cette année aussi. Donc, le diaphragme pelvien, il sépare la cavité pelvienne du périnée, ça c'est vrai. Le lévator ani part d'une insertion dans le plan du détroit moyen, ça c'est vrai, c'est écrit dans le cours mot pour mot comme ça. Le C, le lévator ani et le coccygien constituent le diaphragme pelvien. Ça c'est, vous voyez, c'est dans le premier cours, c'est une des premières phrases. Ensuite, le détroit inférieur est défini par l'arcade pilonne en avant et l'apex du coccyx et bord inférieur des ligaments sacro-tubéraux en arrière. Je dis bien tubéraux, faut pas mélanger avec les sacro-épineux. Et le plan du détroit supérieur est perpendiculaire à l'axe ombilico-coccygien, ça c'est vrai aussi. La 3, donc la 3, le périnée, c'est l'ensemble des parties molles situées au-dessous du diaphragme pelvien, ça c'est vrai. La B, le plan cutané du périnée urogénital correspond aux structures cutanées des organes génitaux externes et pas internes. Donc c'était ça le piège, il fallait faire attention à faire la différence entre interne et externe. Donc le bulbe spongieux est un muscle pair satellite du bulbe vestibulaire, c'est vrai, écrit mot pour mot comme ça dans le poli. Le coccygien est un muscle accessoire, c'est vrai. Et le sphincter de l'anus présente trois parties, vous les avez vues au détail près, donc normalement vous devez le savoir. Maintenant, la 4, concernant la vessie, elle est située en dessous du diaphragme pelvien, ce qui est totalement faux. Ok, la vessie, elle est au-dessus du diaphragme pelvien, c'est logique. Elle se situe en avant du vagin, c'est vrai aussi, ça vous voyez à deux maintes reprises. Il s'agit d'un réservoir sur les voies urinaires, c'est vrai. Sa capacité anatomique maximale est de 2 à 3 litres, à bien différencier de la capacité physiologique. Donc capacité anatomique, c'est lorsque vous prenez une vessie devant vous, en dehors du corps humain, vraiment vous la prenez, vous essayez de la remplir, et vous regardez combien de litres elle peut contenir avant d'exploser, alors que capacité physiologique, c'est quand elle est dans le corps, combien elle peut contenir maximum. Le fascia vésical comprend deux parties, ombilico-prévésical et rétrovésical, c'est vrai. La 5, donc la jonction recto-sigmoïdienne, donc la jonction dans laquelle le côlon sigmoïde devient le rectum, c'est devant la troisième vertèbre sacrale. La B, il décrit une courbure concave en avant, c'est la courbure périnéale. Alors ce qui est faux ici, c'est que c'est pas la courbure périnéale, mais c'est la courbure pelvienne. Donc au rectum, il y a le rectum pelvien et le rectum périnéal. Le rectum pelvien, c'est celui qui a la courbure concave en avant, et le rectum périnéal, c'est ce qu'on peut appeler nous l'anus, dans d'autres coups. L'ampoule est pleine en dehors de la période de défécation, sauf chez un sujet qui présente une constipation chronique. Alors ça c'est faux, c'est l'inverse, elle est vide en dehors de la période de défécation. C'est l'ampoule. Donc l'ampoule c'est une partie du rectum. La couche externe de fibres musculaires longitudinales est issue des ténias coliques du sigmoïde. Donc ça c'est vrai. Et le péritone recouvre la partie supérieure des faces antérieures et latérales du rectum. C'est vrai aussi, ça c'est très important. Ça tombe tout le temps cette phrase-là, donc à bien savoir. Pour la 6. Donc la 6, euh, toujours pour les organes du pelvis. Donc euh, l'urètre s'étend du col vésical à la vulve, où il s'ouvre par le sternum externe de l'urètre. Donc là, c'est totalement vrai. Il mesure 4 cm chez la femme, bien sûr. Mais bon, après, les cours, c'est organes. Le cours, il parle de l'appareil génital féminin. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin on n'a pas besoin de spécifier. L'anatomie de SP11, elle parle pas de l'anatomie de l'homme. Elle parle que de l'anatomie féminine. Sa brièveté est la cause de la fréquence de cystite par voie rétrograde. C'est vrai. Il présente deux segments pelviens haut et périnéal en bas, donc ça c'est vrai aussi.
et la crête urétrale est inconstante. Donc là, on peut directement s'arrêter ici. On s'en fout du reste de la phrase. La crête urétrale, elle est toujours constante. Donc elle est toujours là. Donc c'est faux. La 7. Donc la 7, le vagin, à l'état de vacuité, le vagin est aplati d'avant en arrière, sauf son extrémité supérieure qui est cylindroïde. Donc ça c'est totalement vrai. Elle a la même forme que le col de l'utérus, qui est lui aussi cylindroïde, mais le corps de l'utérus est aplati d'avant en arrière. Donc la longueur moyenne du vagin est de 7 à 10 cm. La surface interne, le vagin possède deux colonnes, donc une colonne antérieure et une colonne postérieure, et trois sillons. Donc c'est des sillons qui sont sur la paroi antérieure du vagin. Le vagin est à la fois un organe pelvien et périnéal, c'est vrai, et il est en rapport avec la base vésicale par sa paroi antérieure. Donc ça c'était le piège, c'était pas postérieur, mais c'est la paroi antérieure. La trompe utérine est un conduit musculo-membraneux pair situé dans le mésosalpinx. C'est vrai, en gros, le mésosalpinx, c'est le péritoine autour de la trompe. Donc méso pour péritoine et salpinx pour la trompe, parce que la trompe, on l'appelle aussi le salpinx, vu qu'elle a une forme de salpinx. Dans l'ordre, en partant de l'utérus, nous avons l'isthme, la partie utérine, l'infundibulum, l'ampoule, ça c'est faux. J'ai mélangé l'ordre, ça veut rien dire. Donc, dans l'ordre, en partant du dedans vers le dehors, on a quoi? On a la partie utérine de la trompe, ensuite on a l'isthme, ensuite on a l'ampoule, et ensuite on a l'infundibulum. Donc ça, normalement, vous l'avez fait dans le cours de organes génitaux du E5 au premier semestre. La vascularisation de la trompe dépend par ses deux tiers médiaux de l'artère utérine, c'est vrai, et du tiers latéral de l'artère ovarique. Donc la D était fausse. La surface interne de la trompe présente des plis muqueux longitudinaux. Donc ça, normalement, vous êtes en train de le faire. Vous l'avez fait en SP11 histologie de l'appareil génital féminin. Vous avez vu les plis muqueux longitudinaux. Donc la 9, l'utérus étant... Là, c'est la 9, j'ai pris vraiment des questions qui ressemblent aux annales. Donc, c'est typiquement ce qui peut tomber et ce qui tombe chaque année. Donc, normalement, vous êtes très à jour sur ça. Donc, la 9, il y avait tout qui était vrai. La 10, la glande mammaire est un organe de la lactation très développé chez la femme, c'est vrai. Et du coup, chez l'enfant et chez l'homme, il est très peu développé. À la face profonde de la plaque aréolo-mammaire se trouve le muscle aréolaire, muscle mammillaire. C'est vrai. Donc, le sein n'est pas vascularisé par l'artère thoracique interne, c'est totalement faux. Il est vascularisé par trois grands axes vasculaires, donc la thoracique interne, les intercostales et l'axillaire. Donc, la thoracique interne vascularise bien le sein. La limite supérieure de la glande mammaire en superficie par le sillon. Enfin, là, on va arrêter de lire, mais en gros, la D, ce que j'ai fait, c'est que j'ai inversé. Donc, le sillon sus-mammaire, donc sus-mammaire, c'est celui qui est au-dessus du mamelon. C'est celui qui n'est pas très net, celui qui n'est pas très visible, donc il est peu visible. Et le sous-mammaire, c'est celui qui est très visible ou très net. Ok, donc, c'est ça le piège, j'ai inversé les deux. La mammographie est un moyen d'exploration, donc ça c'est vrai. La 12, enfin la 11, pardon. La glande mammaire est formée d'une quinzaine de lobes, c'est vrai. Chaque lobe se draine par un canal galactophore, c'est vrai aussi. Il y a 15 à 20 orifices qui correspondent à l'abouchement des canaux galactophores, c'est vrai aussi. Et en condition physiologique, la glande mammaire adhère au muscle grand pectoral. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai inversé. Donc c'est pas en condition physiologique, c'est en condition pathologique. Donc lorsqu'il y a une tumeur, il y a une tumeur qui va aller du muscle grand pectoral jusqu'à la glande mammaire. Et donc, étant donné qu'une tumeur, ça va être quelque chose de solide à peu près, elle va empêcher la glande mammaire de bouger, alors que d'habitude elle est très mobile, elle bouge beaucoup. Et donc, comment c'est lorsqu'il y a une tumeur, bah, on voit que elle reste fixe. Donc, c'est un moyen de reconnaître une condition pathologique. Au niveau de la plaque aréolo-mamelonnaire, la glande adhère directement à la peau, c'est vrai. Donc, la 12, les dimensions moyennes de la glande mammaire sont 10 de haut, 12 de large et 5-6 d'épaisseur, c'est vrai. Encore une thème logique ici sur les glandes de Cooper, etc. Donc ça c'est vrai. La peau qui recouvre la glande mammaire a une épaisseur qui diminue de la périphérie vers le centre, c'est vrai. Euh, la plaque aréolo-mamelonnaire se projette au niveau de la quatrième vertèbre, enfin plutôt au niveau du quatrième espace intercostal, c'est vrai. Et la glande mammaire est développée à partir d'un bourgeon mammaire primitif. C'est vrai aussi, ça normalement vous le voyez, vous l'avez vu dans le cours d'histologie tissu épithélial de John 9, comment se forment les glandes. La 13,
La grossesse est l'état pathologique de la femme enceinte. Donc là, c'est un piège qui tombe très souvent. C'est un état physiologique, c'est pas une maladie d'être enceinte, enfin pour une femme. La grossesse s'étend de la fécondation à la naissance, c'est vrai, c'est logique. Le poids normal, c'est entre 9 et 12 kilos. L'accouchement, on dit qu'il est post-terme après 41 semaines d'aménorrhée ou aussi dit 39 semaines de grossesse. On observe des signes de grossesse en interrogatoire qui doivent être confirmés par des examens paracliniques. Donc, les examens paracliniques, ce seraient par exemple des examens biologiques, la bêta-HCG, pardon, ou d'autres choses comme ça. La 14, donc, qu'est-ce qu'il y a pendant la grossesse? Il y a une augmentation du volume des seins, c'est vrai. Une diminution du volume plasmatique, c'est faux. Vous voyez dans le cours de sémiologie qu'on passe de 2,6 litres à 4 litres, donc c'est le contraire. Une hypertrophie du ventricule gauche due à l'augmentation du débit cardiaque, c'est vrai. Il y a une modification des glandes surrénales, c'est faux. Vous avez vu dans le cours de, enfin, vous allez voir dans le cours de tératogénèse que lorsqu'il va y avoir une sécrétion euh, importante d'androgènes qui peuvent être produits par la surrénale. Donc, les glandes surrénales, ce qu'elles font, c'est qu'elles vont produire des hormones. Et ces hormones-là, si elles grossissent trop, et donc si elles produisent trop d'hormones, elles peuvent viriliser euh, les, euh, les fœtus qui sont des filles dans le ventre de la mère. Et donc, ça peut faire des tératogénèses, donc ça peut faire des monstruosités. Vous allez avoir des filles qui vont ressembler à des garçons parce qu'il y avait trop d'androgènes dans le sang de la mère à cause d'une augmentation trop importante des glandes surrénales. Donc c'est pour ça que les glandes surrénales ne grossissent pas trop durant la grossesse. Et pour finir, apparition de vergetures, donc ça c'est vrai aussi. Le tabac est peu ou pas tératogène lors de la grossesse, ça c'est vrai, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on peut tolérer le fait de fumer, donc une ou deux cigarettes par jour pour la mère, on tolère. La prise d'alcool durant la grossesse est la première cause de retard mental non génétique. Ça, c'est totalement vrai. C'est pour ça qu'il faut prohiber totalement l'alcool durant la grossesse. Euh, ce que peut faire l'alcool, c'est le syndrome d'alcoolisme fœtal. Donc, c'est pour ça qu'il faut totalement arrêter l'alcool. Il est recommandé pour la femme enceinte de dormir en décubitus latéral droit. C'est faux, c'est le contraire, c'est en latéral gauche. Concernant l'activité professionnelle, il peut y avoir un arrêt de travail avant ce métier à risque ou grossesse à risque. Bon, ça, c'est logique, c'est vrai. De nombreux médicaments sont contre-indiqués lors de la grossesse car certains présentent un risque tératogène phototoxique ou effets néonataux, ça c'est vrai aussi. La 16, donc l'accouchement désigne l'ensemble des phénomènes qui ont pour conséquence l'expulsion du fœtus et de ses annexes. C'est très important de ne pas oublier et de ses annexes. Donc un accouchement dystocique et pathologique, vous le voyez dans le préfixe, donc dys c'est quelque chose qui ne fonctionne pas bien, donc si ça ne fonctionne pas bien, c'est que c'est pathologique, alors qu'un accouchement qui serait physiologique, on l'appellerait un accouchement eutocique. Donc E pour normal. Ok. Donc l'accouchement il se décompose en trois phases, c'est vrai. Donc ça c'est très développé dans le cours de sémiologie. L'expulsion du fœtus se décompose en quatre étapes. C'est faux, c'est trois étapes. Ça vous le voyez et dans le cours de spéonze sémiologie et dans les cours d'anatomie du petit bassin dans les premiers cours de spéonze. La césarienne est une extraction chirurgicale par voie basse, c'est faux, c'est par voie haute. Donc la 17. L'appareil génital se décompose en trois segments, les gonades, les voies génitales internes et organes génitaux externes, c'est vrai. La gonade indifférenciée est capable de donner des organes différents, c'est vrai. Elle donne soit le testicule, soit l'ovaire. Le stade de gonade indifférenciée est de la 6e à la 8e semaine, donc ça c'est faux. C'est indifférencié de la 4e à la 6e semaine. Ensuite, ça se différencie à la 7e semaine. Ensuite, vous allez avoir les génitaux, les voies génitales internes qui se différencient, elles, à la 8e semaine. Et les organes génitaux externes qui se différencient à la 10e semaine. Les cellules germinales primordiales ou gonocytes primordiaux apparaissent dès le 21e jour, ça c'est vrai. Et pour finir, les gonocytes primordiaux doivent obligatoirement effectuer une migration. C'est vrai aussi, la migration s'effectue de la 4e à la 6e semaine. La 18. Donc, le canal de Müller est horizontalement là, on s'arrête. Il n'est pas horizontal dans sa partie haute. Il est vertical en haut et horizontal en bas. Les deux Müller se rejoignent sur la ligne médiane de leur partie basse. C'est vrai. On observe dans la gonade indifférenciée des cordons sexuels primitifs constitués de cellules germinales et somatiques. C'est vrai. Le stade indifférencié de l'organogénèse de l'appareil génital n'est pas le même selon qu'on soit de sexe féminin ou masculin. Bah là, c'est faux. Ok, donc de la 4e à la 6e semaine, on a tous la même gonade qui sort, mais ensuite, en fonction
du sexe génétique, donc si on est XX ou XY, bah là on va avoir une différenciation à la 7e semaine. Le stade indifférencié des OGE persiste jusqu'à la 9e semaine. Bah, là c'est vrai, donc on avait dit que les organes génitaux externes, ils se différenciaient à la 10e semaine. La gonade devient testicule sous l'influence du chromosome, d'un gène du chromosome X, SRY, c'est faux, c'est le chromosome, enfin c'est le gène SRY, c'est présent sur le chromosome Y. La gonade se différencie en testicule, le ménosymphrose ne régresse pas complètement et formera avec le canal de Wolff les voies excrétrices du testicule. Euh, donc là, c'est vrai. Le gubernaculum testis relie le pôle inférieur du testicule au pôle caudal de l'embryon, c'est vrai. Le Rosenmüller est un reliquat embryonnaire, c'est vrai. Et la gonade indifférenciée serait une différenciation ovaire, on observera dans la région médulaire des corps non vestigiaux, c'est vrai aussi. La 20, pour finir, donc l'AMH, donc hormone anti-mullérienne, entraîne une conservation des canaux de Muller. Donc ça c'est faux, c'est le contraire. Tout est dans le nom de l'hormone, elle s'appelle hormone anti-mullérienne, donc son rôle biologique c'est de faire évoluer les canaux de Muller, donc c'est le contraire. Les VGI masculines se développent à partir des canaux de Muller, c'est faux, c'est à partir des Wolff. Les VGI dans le sens féminin forment les canaux de Muller donneront les trompes, donc ça c'est vrai. Lors de la différenciation des VGI dans le féminin, les canaux de Wolff donneront le Gardner. Bah ça c'est vrai, le Gardner c'est un reliquat embryologique de la partie inférieure des Wolff qui vont évoluer lorsque on va avoir une différenciation des VGI dans le sens féminin. Et pour finir, le ver fœtal possède lui aussi un ligament, le gubernaculum ovary. Donc le testicule, lui c'est le gubernaculum testis et pour le ver, lui c'est le gubernaculum ovary. Donc merci à tous d'avoir écouté. Si vous avez des questions, venez me les poser en privé.